Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur les soft skills et j'ai le plaisir d'accueillir Clara Kowarski, qui est maîtresse en conférence en psychologie à Sorbonne Université et également adhérente au laboratoire Lapsidé. Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup tout d'abord Julien pour l'invitation et J'arrive Compétences de m'avoir contacté pour faire ce webinaire aujourd'hui. Comme Julien l'a dit, je vais parler des soft skills, je vais rentrer un peu dans quelques définitions et je vais surtout montrer comment la psychologie peut apporter du savoir sur ces compétences et sur comment on peut les soutenir auprès des jeunes. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite distinction entre les soft skills et les compétences psychosociales que dans cette présentation, je vais un peu appeler de manière interchangeable, parce qu'en fonction des contextes de recherche et des contextes professionnels, on peut utiliser une appellation plutôt que l'autre. Donc ici, je vais parler très souvent de compétences psychosociales parce que c'est comme ça qu'on les identifie dans le contexte scolaire, qui est plutôt le contexte dans lequel je mène mes recherches et dans lequel j'enseigne. Je vais commencer un peu par un mot de fin, c'est-à-dire par remercier les personnes avec qui je travaille, parce que très souvent, on n'a pas le temps à la fin de le faire, donc je le fais tout au début. Alors, à gauche, vous voyez les visages de Alice Deza et de Lucie Rose. Lucie avec qui a fait sa thèse de doctorat avec moi, et Alice qui a entamé un doctorat tout récemment au laboratoire et qui travaillent toutes les deux sur la prosocialité. Et c'est-à-dire sur la capacité que les humains ont à aller vers les autres, à entraider, à réconforter les autres. Donc, c'est un peu le champ spécifique sur lequel on travaille ensemble. Et puis, à droite, vous voyez l'ensemble du laboratoire dans lequel je mène ces recherches. Donc, cette diapo, elle est aussi pour rappeler que le travail de recherche, c'est un travail social. Donc, c'est un travail de groupe et coopératif. Donc, c'est un peu une représentation pratique, en fait, des compétences psychosociales dans le monde du travail. Et donc, pour rappeler que les recherches que je vais présenter, elles viennent de ce travail coopératif. Et là, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par quelques données qui sont vraiment importantes dans le contexte, notamment du travail. Et puis, évidemment, on va voir comment on y arrive. C'est ce graphique qui montre plusieurs pays et quels sont les index de soft skills, donc de compétences psychosociales, qui sont enregistrés dans différents pays. Et vous voyez tout en bas du graphique qu'à la 3e position du bas, il se trouve la France, donc qui montre quand même des indices de compétences psychosociales assez faibles par rapport à d'autres pays, donc avec un niveau plus faible, donc par rapport à d'autres endroits du monde. Donc ça montre aussi qu'en fonction des régions du monde dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on fait de la formation, il peut y avoir des urgences plus ou moins importantes sur le fait de travailler ces compétences-là. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les compétences psychosociales ou les soft skills ont de plus en plus d'importance dans le monde du travail. Alors, dans ce graphique, c'est l'objet d'une étude assez récente, mais qui a démarré il y a plusieurs années. Donc, en fait, c'est un suivi sur plusieurs années des métiers qui sont occupés par les travailleurs, les travailleuses. Ça montre des données qui viennent des États-Unis. Donc, en noir, vous avez les lignes qui correspondent aux États-Unis et en bleu, vous avez les lignes qui correspondent à la France. Qu'est-ce que montre ce graphique? C'est qu'au cours du temps, donc si on part de gauche 1980 jusqu'à à peu près de nos jours, jusqu'à 2020, les métiers dans lesquels les compétences sociales sont demandées sont de plus en plus occupés. Et les métiers dans lesquels peu de compétences sociales sont demandées, ils sont de moins en moins occupés. Donc, c'est la petite ligne très, très fine qui descend au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avec le temps, les métiers dans lesquels avoir une expertise et des bonnes compétences dans le domaine des compétences psychosociales ou des soft skills, c'est devenu de plus en plus important et c'est des métiers qui attirent de plus en plus de personnes. Donc ça mène tout naturellement à la question de la formation et l'accompagnement de ces compétences-là, donc qui sont vraiment cruciales. Évidemment, les soft skills, ce n'est pas les seules compétences qu'il faut avoir et qu'il faut développer, mais les compétences, des bonnes compétences en mathématiques restent aussi extrêmement importantes, extrêmement demandées sur le marché du travail et aussi dans tout un tas de métiers qui sont à disposition.
Donc tout ça, c'est pour montrer effectivement que les deux sont importantes mais que les compétences sociales ont de plus en plus attiré l'attention ces dernières années. Mais donc, pour entrer un peu dans le vif de la question des définitions, en fait, de qu'est-ce que les compétences psychosociales, qu'est-ce que les soft skills, il faut savoir que l'origine même de ces classifications et de ces définitions, elle ne s'est pas faite dans le monde de l'éducation et de la formation, ni dans le monde du travail, mais que ces définitions-là viennent du monde de la santé. C'est-à-dire que c'est le monde de la santé et notamment l'Organisation mondiale de la santé qui a défini tout d'abord qu'est-ce que c'est la compétence d'abord et puis les compétences au pluriel qui sont utiles et voire fondamentales pour la vie. Donc c'est pour ça qu'on parle de life skills, c'est-à-dire l'ensemble de compétences qui vont nous permettre de avoir un état de bien-être suffisant, voire positif, et qui vont nous permettre d'être adaptés à l'environnement dans lequel on évolue. Et à partir de ces définitions du monde de la santé, un peu plus récemment et avec le temps, on est rentré dans le monde de l'éducation, donc logiquement aussi dans le monde de la formation et puis du monde du travail, notamment par le paradigme qui est en anglais défini comme social emotional learning, donc apprentissage socio-émotionnel, qui correspond à les compétences socio-émotionnelles qui sont visées par des programmes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'au-delà de définir quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour notre bien-être, ces compétences-là peuvent être touchées et travaillées par des programmes spécifiques. Ce qui est aussi un peu le cadre, évidemment, des programmes que vous connaissez et auxquels on participe aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on trouve aussi cette distinction entre les soft skills et les hard skills, qui ont une définition un peu, d'une certaine manière, un peu binaire, mais qui peut évidemment clarifier quelle est la distinction qu'on fait entre des compétences qui sont plutôt, par exemple, techniques, liées aux connaissances, et puis ces soft skills, ces compétences plutôt liées au champ socio-émotionnel. Enfin, les apports de la recherche en psychologie, c'est, disons, tout au long de ces différentes, définitions, c'est que ces compétences-là, dans le domaine socio-affectif et parfois aussi cognitif, c'est des compétences qui se développent tout au long de la vie, dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, et même jusqu'au vieillissement. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre ces compétences-là, même si elles se développent de façon extrêmement précoce. Et donc, à tout âge, on peut développer des compétences, les renforcer et les entraîner. Et donc, l'objet de la recherche en psychologie, en partie, ça sera de comprendre en fait comment elles se développent, quels sont les mécanismes derrière, et qui vont nous outiller sur la compréhension en fait aussi de comment on peut les former. Des éléments avec quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Alors, il y a des chiffres qui concernent plutôt l'adolescence ou les jeunes élèves, mais qui sont vraiment parlants et vraiment importants pour comprendre ce qui se passe après. Parce que pour imaginer en fait ce qui se passe chez le jeune qui va rentrer dans le contexte du travail et de l'insertion professionnelle, il faut se poser la question effectivement de les années qui ont précédé les compétences à cette période. Là, vous avez des données de PISA 2018, donc c'est une très grande évaluation au niveau international de plusieurs pays. Et cette évaluation-là, il y a quelques années, qu'est-ce qu'elle montrait? Elle montrait des données qui sont intéressantes, c'est que la France, alors qu'elle se situe à peu près dans la moyenne des pays de l'OCDE qui ont participé à cette enquête, elle avait à peu près le même niveau moyen sur des compétences scolaires comme les langues, notamment le français pour la France, et les mathématiques. En revanche, la France, elle est malheureusement très mal classée sur des questions qui relèvent des compétences psychosociales ou des soft skills. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que, par exemple, le niveau de confiance que les élèves de à peu près 15 ans ont dans leur capacité, la France, elle était située à la 62e position sur 65. Les élèves, ils ont aussi un niveau d'anxiété extrêmement important. Et puis, ils ont aussi des moindres capacités à collaborer et coopérer au sein des établissements. Donc, ça veut dire effectivement que ces compétences-là, probablement, elles ne sont pas suffisamment travaillées ou suffisamment soutenues dans le système scolaire. Et que donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées dans ce contexte. Alors, ceux-ci ne sont pas les seuls résultats intéressants à prendre en tête. Il y a un autre résultat qui nous tient très à cœur en ce moment dans le contexte de recherche, c'est aussi les aspects inégalitaires du système scolaire et notamment du système scolaire français, c'est-à-dire qu'en fait, on a des écarts encore trop importants entre les différents niveaux socio-économiques
Et comme vous voyez ici, en fait, c'est représenté par ces petits points. Ça va être les écarts entre les élèves qui sont issus du niveau socio-économique défavorisé et les élèves qui sont issus d'économies plutôt favorisées. Donc, ce qu'on montre, en fait, c'est qu'il y a un écart très important entre les origines des élèves. Et ces résultats ont été confirmés aussi en 2022. Donc, ce n'est pas des données anecdotiques, c'est quelque chose qui, malheureusement, reste un peu stable et sur lequel on peut agir. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est que effectivement, on a des outils, on a de plus en plus d'outils qui pourraient participer à réduire ces inégalités scolaires. Et donc, ces inégalités scolaires, qu'il faut rappeler, deviennent des inégalités aussi d'accès au monde du travail et des inégalités aussi économiques par la suite. Donc, elles peuvent être travaillées par des programmes et entre autres, les compétences psychosociales ou les soft skills peuvent être aussi un levier d'action. Donc, en fait, travailler ces compétences-là, ça peut être un levier d'action aussi pour baisser ces différences, ces écarts entre les origines socio-culturelles et socio-économiques des élèves. Quelques données aussi extrêmement récentes viennent de enquêtes, notamment de l'enquête Thalys, qui est une enquête internationale qui vise à questionner les enseignants et les enseignantes des systèmes scolaires de beaucoup de pays. Et là encore, une donnée qui est intéressante mais encourageante pour la France, c'est qu'en France, l'enseignement des compétences socio-émotionnelles, donc des soft skills, reste encore un peu moins développé qu'ailleurs. Donc, il y a une marge de manœuvre très importante. Mais avec des enseignants qui sont de plus en plus formés. Donc, il y a une bonne lancée, mais encore beaucoup de travail à faire. Et évidemment, les indices qui permettent de confirmer l'importance de former aux compétences socio-émotionnelles, psychosociales ou les soft skills, c'est que les enseignants passent énormément de temps à gérer des questions, par exemple, de maintien de la discipline. Donc, on touche de près la question de ces compétences. Mais il reste encore beaucoup de personnes à former, donc notamment dans le système scolaire français. Pour l'instant, on n'a que à peu près 10% des enseignants qui se sont suffisamment bien formés aux compétences psychosociales. Le plus on avance dans la scolarité, le moins on est formé soi-même à ces compétences psychosociales ou aux soft skills. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le plus on a à quoi faire avec des très jeunes élèves, le plus on est formé, le plus on avance dans le système scolaire et on arrive au lycée et ensuite à la sortie du lycée, le moins on est formé en tant que professionnel de l'éducation. Et de même, ça va toucher aussi aux pratiques des collaborations entre enseignants. Donc, ce que montre ce graphique, c'est que globalement, les pratiques, il y a des pratiques de collaboratives qui sont très peu mises en œuvre chez les enseignants et les enseignantes. Il y en a certaines qui sont un peu plus courantes. Donc, ça rappelle aussi que les compétences psychosociales, il ne s'agit pas simplement de les former auprès des jeunes, mais c'est de former soi-même et de porter, en fait, dans nos pratiques, plus de collaboration et de coopération pour devenir aussi des exemples de ces compétences-là pour les jeunes. Donc, les enseignants en France, globalement, ils s'entraident. Donc, ils vont utiliser des compétences psychosociales dans leur travail, mais ils le font moins fréquemment et de manière moins variée. Donc, disons que le point à retenir ici, c'est effectivement de se former soi-même, en tout cas de rentrer dans cette formation avant même de pouvoir accompagner les jeunes dans leur formation aux compétences psychosociales. Donc, les compétences psychosociales, il faut les voir surtout comme quelque chose qui est de l'ordre aussi de la prévention, en fait. Donc, ça va être des compétences pour la vie, des compétences vraiment cruciales, mais qui vont aussi pouvoir prévenir des difficultés, le décrochage scolaire, des difficultés d'insertion professionnelle, etc., etc. Et comme j'ai dit, on a plusieurs définitions. Donc, les soft skills, compétences psychosociales, très souvent, elles se réfèrent aussi à la notion des Big Five, donc les 5 composantes de personnalité majeures que vous voyez ici à l'écran, dont l'ouverture, la conscience, l'extraversion, etc. Et puis, la définition même des soft skills. Donc, ce que je vais faire dans cette présentation, et puis on va voir un petit temps déjà de questions que vous pouvez, n'hésitez pas à les poser tout de suite, Julien pourra les lire, c'est de commencer par la définition et puis rentrer en fait un peu plus dans le vif de qu'est-ce que la recherche en psychologie a pu observer et apporter. Donc, je vais me refaire pour la présentation d'aujourd'hui sur le contexte des compétences psychosociales telles qu'elles ont été diffusées et abordées par Santé publique France dans le contexte de la scolarisation en France.
Ce n'est pas la seule classification, c'est une classification parmi d'autres. C'est la classification qui, entre autres, a été prise par l'Organisation mondiale de la santé et qui a été mise à jour ces dernières années. On en parle beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à en prendre d'autres, mais celle-ci, c'est celle qui a été globalement prise en considération pour la scolarité. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces compétences-là? On trouve 3 grandes familles de compétences. Des compétences qui sont plutôt cognitives, des compétences qui sont émotionnelles et puis des compétences sociales. Donc, pour certains, les soft skills vont plutôt s'apparenter des compétences émotionnelles et sociales, mais les compétences cognitives, évidemment, sont aussi importantes et vont se développer aussi. Globalement, ce qu'elles ont en commun, ces compétences-là, c'est qu'il ne s'agit pas des compétences scolaires. Donc, il ne s'agit pas de compétences qu'on va développer lorsqu'on fait spécifiquement des mathématiques, du français, etc. Donc, c'est plutôt des compétences transversales qui vont se développer tout au long de la vie. Dans les compétences cognitives, on trouve ces 4 onglets. Évidemment, aujourd'hui, on ne rentre pas du tout dans les détails de qu'est-ce qui se développe et comment pour chacune de ces compétences, mais c'est plutôt pour avoir un aperçu très général. Donc ici, on va avoir des compétences comme la pensée créative, la pensée critique, donc comment on va pouvoir démêler les informations, par exemple. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Ensuite, on a les compétences émotionnelles, comme savoir identifier ses propres émotions et puis les émotions d'autrui, comprendre les émotions et puis les réguler, ce qui est une compétence qui va se développer tout au long de la vie. Donc, quand on est très jeune enfant, on a évidemment des difficultés à réguler ses émotions et donc c'est grâce au langage qu'on va apprendre aussi à réguler nos émotions et puis toute la vie, on apprend à les réguler. Savoir gérer son stress et ensuite on passe aux compétences sociales dans lesquelles on trouve aussi encore beaucoup de compétences différentes, dont l'écoute, donc savoir écouter les autres, l'empathie, la coopération, donc une compétence que j'ai évoquée tout à l'heure quand on évoquait les données des enquêtes de PISA, savoir résoudre des conflits avec les autres notamment, on est dans le contexte social, donc il s'agit de compétences qu'on développe dans le contexte plutôt de groupe social, savoir s'affirmer et résister à la pression sociale, qui est une compétence extrêmement cruciale aussi, par exemple à l'adolescence. Et savoir demander de l'aide, donc ça à tout âge évidemment, c'est la capacité à savoir identifier les moments d'aide et les moments de besoin d'autrui. Quand on fait petit exercice avant même de pouvoir présenter ses compétences notamment à des enseignants, des enseignantes, et on demande de penser à un mot spécifiquement que l'on associe aux compétences psychosociales, mais aussi aux soft skills, ce qui se passe, c'est très souvent ça. Donc là, je vous ai juste mis des nuages de mots, c'est-à-dire c'est les mots qui ont été le plus fréquemment écrits quand on pense aux compétences psychosociales. Et là, vous avez 3 groupes différents d'étudiants et étudiantes dans des contextes différents. Et bien en fait, le mot empathie, c'est ce qui ressort le plus souvent. Donc cette diapo, elle est juste pour rappeler que même si très souvent, surtout en contexte scolaire, on pense à l'empathie n'est pas la seule compétence à développer. Et en tout cas, ce n'est pas la seule compétence psychosociale ni la seule soft skill. Donc, attention à ne pas réduire toutes ces compétences-là à l'empathie pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce n'est pas la seule compétence. Mais l'autre raison, c'est qu'il n'y a pas un seul type d'empathie. Il y a plusieurs types d'empathie. Donc déjà, vous voyez ici à l'écran l'image d'un singe. Cette image, elle est là aussi pour rappeler que l'empathie n'est pas une compétence strictement humaine. Mais que chez beaucoup d'animaux, on retrouve cette compétence-là. Donc, en fait, ça rappelle aussi que ces compétences psychosociales, socio-affectives, elles sont aussi présentes chez beaucoup d'animaux. Donc, il n'y a pas un seul type d'empathie. Il y a notamment 2 types majeurs d'empathie et puis une troisième typologie aussi d'empathie que je vais décrire. Le premier type d'empathie auquel on pense la plupart du temps, c'est l'empathie affective, c'est-à-dire l'empathie qui reflète la capacité de partager l'état affectif d'autrui en termes de valence et d'intensité. En valence, c'est-à-dire si c'est positif ou négatif. Par exemple, on voit quelqu'un qui est extrêmement content et on va aussi ressentir de la joie. Et d'intensité, ça va correspondre à l'intensité émotionnelle qu'on va ressentir. Donc très souvent, intuitivement, ça, c'est l'empathie à laquelle on pense quand on décrit de manière spontanée qu'est-ce qu'est l'empathie. Mais il faut la distinguer d'un autre type d'empathie qui est l'empathie cognitive. Et l'empathie cognitive, c'est
la capacité qui nous permet de nous mettre de façon intentionnelle à la place de l'autre afin de comprendre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il croit, etc., etc. Donc, c'est plutôt la compétence qui nous permet de savoir, je pense que l'autre pense que, voilà. Et donc, dans cette composante cognitive, on n'a pas forcément de réponse affective. D'où le fait que former simplement à l'empathie, c'est pas seulement les aspects affectifs, mais ça doit inclure aussi cette composante cognitive. Enfin, on a une composante qui s'appelle, qu'on peut définir comme le souci de l'autre ou préoccupation empathique, qui va être plutôt la motivation à se préoccuper du bien-être d'autrui, à se préoccuper du désir, enfin voilà, du désir d'alléger la souffrance. Et donc, c'est plutôt une forme de préoccupation plutôt qu'une réponse affective directe. Donc ça, c'est un exemple en fait de comment il est important aussi de rentrer dans des définitions assez claires de ces différentes composantes. Qu'est-ce que je vais présenter juste après les questions, s'il y en a? Donc, ça va être une approche développementale, c'est-à-dire en fait montrer quelques apports de la recherche en psychologie par quelques exemples, en fait, afin de montrer que les compétences psychosociales commencent de manière extrêmement précoce, qu'il y a des spécificités en fonction des âges. Donc, à tout âge, il y a des développements qui sont différents, mais aussi qui tiennent compte du niveau socio-économique, du contexte culturel dans lequel on est, mais aussi du sexe et du genre des personnes avec qui qu'on forme ou qu'on accompagne. Et de manière très importante, que les adultes peuvent aussi, eux et elles-mêmes, travailler leurs compétences psychosociales. Et ça, c'est un ingrédient absolument crucial avant même de se poser la question de comment on le fait auprès. Un exemple ici, c'est celui des émotions. Là, vous voyez des images de bébés, des très jeunes enfants. Je sais que c'est loin des âges avec lesquels vous travaillez, mais c'est juste un exemple pour montrer comment déjà de manière extrêmement précoce et de manière naturelle et spontanée, les enfants apprennent à détecter et à comprendre les émotions. Donc là, vous avez 3 composantes globalement dans le contexte émotionnel qui vont être la reconnaissance, la compréhension et l'expression, c'est-à-dire l'expression soi-même, c'est-à-dire de comment on montre par exemple par un visage ou la voix qu'on est content, qu'on est triste, qu'on est en colère. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première année de vie, on a le développement de 6 émotions primaires, donc c'est ces 6 émotions que vous voyez à l'écran, qui vont être reconnues, comprises, exprimées de façon extrêmement précoce dans les premiers mois de vie par les tout petits. Et c'est aussi les émotions qu'on appelle universelles, c'est-à-dire que c'est les émotions qu'on retrouve dans toutes les cultures autour du monde. Donc, c'est un peu les émotions sur lesquelles on a un langage commun entre différents pays, différentes cultures. Ces émotions-là, elles vont pas simplement s'exprimer par les visages, mais s'expriment aussi par la voix. Et là, vous avez une étude relativement récente, qui a une dizaine d'années, qui montre donc dans lesquelles on a mis des petites électrodes sur la tête des très très jeunes bébés, c'est de nourrissons de 5 jours. Et qu'est-ce que ça montre? C'est que dès 5 jours de vie, si on utilise des électrodes, on peut détecter des signatures spécifiques de l'activité cérébrale quand on fait entendre des voix avec des émotions comparées à des voix qui n'ont pas d'émotion. Cet exemple un peu technique, un peu spécifique, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement précoce dans la manière dont les enfants vont traiter ces informations-là, alors même qu'on ne les a pas formés. C'est-à-dire, on n'a pas dit à ce bébé qu'est-ce qu'elle a peur, qu'est-ce qu'elle a colère ou qu'est-ce qu'une voix neutre. Donc, ça montre quand même qu'il y a un fondement un peu naturel dans le développement des compétences psychosociales et puis des compétences qui vont devenir les soft skills plus tardivement. D'autres compétences qui sont extrêmement précoces, c'est les compétences liées à la moralité ou à la prosocialité, c'est-à-dire la prosocialité, ça va être les comportements notamment d'entraide. Quand on pense à la moralité, très souvent on pense à une compétence extrêmement complexe qui va se développer très tardivement chez l'enfant, mais en fait il y a des études extrêmement importantes dans le contexte de la psychologie et du développement qui montrent que même cette composante, même la moralité et même des formes de justice, se développent de manière très précoce. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo dans laquelle vous allez voir un expérimentateur qui va essayer visiblement d'ouvrir une porte. Et là, il y a un très jeune enfant qui est arrivé au laboratoire qui n'a jamais vu cette personne, qui va réagir. J'espère que la vidéo elle est visible.
Alors, cette batterie de tests, elle est extrêmement importante. Ça a recommencé. Elle a permis de démontrer que dès 18 mois, les enfants, ils ont naturellement une réponse d'entraide devant certains comportements. Donc, ils ont quand même une compréhension assez fine de ce qui se passe. Et même si l'adulte qu'ils connaissent pas, il leur demande pas de l'aide, ils vont répondre de manière naturelle avec de l'entraide. Donc, ça montre aussi de manière extrêmement précoce comment tout ça s'est mis en place. Donc, la question de la formation, de l'accompagnement, il va tourner autour surtout du soutien de ces compétences pour qu'elles ne disparaissent pas au cours du développement et qu'elles soient maintenues. Un peu plus tardivement dans l'âge, donc ça c'est l'objet d'étude qu'on a mené avec Lucie Rose dont je vous ai parlé au début. Donc elle a travaillé notamment sur l'entraînement à l'altruisme et elle a étudié quelles sont les composantes qui contribuent à l'altruisme. Nous, ce qu'on trouve de manière assez surprenante, c'est qu'il n'y a pas de lien avec l'empathie, alors qu'on a beaucoup entendu parler d'empathie ces dernières années. Mais ce qu'on trouve, c'est que c'est plutôt la compétence attentionnelle et l'analyse visuelle qui jouent un rôle crucial dans le comportement altruiste. Et c'est là, ça veut dire que globalement, pour aider les autres, il faut surtout, avant tout, observer l'environnement. Donc ça, c'est un petit message aussi un peu pragmatique, c'est-à-dire que c'est très important de développer des compétences psychosociales et des soft skills, mais ceci s'accompagne aussi d'un développement de compétences plutôt cognitives et perceptives. C'est-à-dire que si on veut aider les autres et on veut détecter, par exemple, que quelqu'un est en souffrance et que quelqu'un montre de l'émotion, il faut pouvoir apporter de l'attention à ces moments-là. Donc, pour celles et ceux qui prennent le métro, qui prennent les transports en commun en tout genre pour aller au travail, quand on est sur son propre téléphone, c'est difficile de voir est-ce qu'il y a une personne âgée ou s'asseoir. Et donc, évidemment, on a le droit de regarder son propre téléphone, mais donc ça ne veut pas dire que quelqu'un est égoïste parce qu'il n'a pas fait asseoir quelqu'un, mais c'est plutôt que si on n'a pas regardé notre environnement et on n'a pas analysé l'environnement visuel, ça va être difficile de venir en aide à des personnes. Donc ça, c'est plutôt une réflexion aussi un peu générale sur ces compétences. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le temps et au cours du développement pour qu'on en arrive aux jeunes adolescents, puis à l'adolescent et aux jeunes adultes? C'est qu'effectivement, on a un développement extrêmement précoce du langage et des émotions et que le langage et les émotions vont permettre de développer et d'améliorer nos compétences de régulation des émotions. La différence entre un très jeune enfant qui apprend à parler et un jeune ou un adulte, c'est que avec le temps, on peut mettre des mots sur nos états émotionnels. Et entre autres, c'est ce qui contribue aussi à réguler les émotions. C'est-à-dire que si je peux définir mon état de colère, je vais pouvoir mieux réguler mes émotions liées à ma colère que si je ne peux pas nommer mon émotion. Et donc, je vais avoir plutôt des difficultés de régulation. Et cette régulation des émotions, elle est directement liée aussi aux compétences sociales. C'est-à-dire que si je régule bien mes émotions, ça va contribuer à l'augmentation de mes compétences sociales, donc ce qui va évidemment contribuer au fait de développer des amitiés, développer des relations et contribuer aussi à ma motivation académique. C'est-à-dire que si je développe des bonnes relations, j'ai des amis, je vais aller plus volontiers à l'école. C'est la même chose dans le contexte de travail. Si j'ai des bonnes relations au travail, je vais aller plus volontiers au travail et du coup, je vais pouvoir mener à bien davantage les tâches qui me sont attribuées. Et donc, tout ça, évidemment, fait une boucle parce que si on va plus volontiers à l'école ou au travail, ça va augmenter aussi nos compétences académiques, nos compétences tout court dans tout un tas de contextes. Là, j'ai fait un petit exemple avec une étude, un test qui est un grand classique de la psychologie, vraiment de l'histoire de la psychologie, c'est le test des 3 montagnes, dans lequel on demande à des enfants de s'asseoir à côté d'une table et on va leur demander qu'est-ce que voit la poupée. Donc, c'est quelque chose qui s'apparente un peu de l'empathie cognitive que j'ai évoquée, mais qui est plutôt lié à la prise de perspective, donc à notre capacité de prendre un point de vue qui est d'autrui. Et donc, globalement, à 4 ans, les enfants ont tendance à choisir leur propre point de vue, donc à penser que la poupée voit le monde comme ils le voient eux. Et c'est à partir d'à peu près 8 ans que les enfants apprennent, en fait, à bien identifier quel est le point de vue réel de la poupée dans ce cas. Donc, pourquoi je vous parle de ce test? C'est parce que ce type de procédé a été utilisé dans des contextes de recherche expérimentale, dans lesquels on demande à des participants de dire qu'est-ce que voit l'autre de l'autre côté. Donc, sans rentrer dans les détails techniques ici, là, vous avez une espèce de bibliothèque dans laquelle il y a des objets. En fait, on demande qu'est-ce que voit l'autre personne. Et qu'est-ce qu'on montre sur ce graphique? Là, les barres en
bleu, c'est le nombre d'erreurs que les participants et les participantes font dans le fait de détecter qu'est-ce que voit l'autre de l'autre côté de cette structure. Qu'est-ce que ça montre? C'est que les enfants font beaucoup d'erreurs, les adolescents font toujours beaucoup d'erreurs, mais moins. Et avec le temps, les adultes font encore moins d'erreurs de manière significative par rapport aux deux groupes de plus jeunes. Mais ils font tout de même des erreurs. Donc, en fait, l'objectif de cette étude, c'était de montrer comment on peut comparer des groupes d'âge différents pour montrer, en fait, les aspects développementaux, mais montrer aussi que les adultes font eux aussi des erreurs dans cette attribution de prise de perspective d'autrui. Donc, avec le temps, on a d'autres compétences qui se développent, comme j'évoquais tout à l'heure, entre autres l'altruisme ou la prosocialité. On a plein de manières de le tester. Ici, c'est une étude dans laquelle c'était une espèce d'étude en ligne dans laquelle on demandait aux participants et participantes d'échanger des points, des unités avec des joueurs, avec d'autres personnes. Donc ici, on a des groupes d'enfants de 9 ans, de 12 ans, de 15 ans et de 18 ans, donc disons des très jeunes adultes. Et les participants pouvaient partager avec un ami, avec quelqu'un qui est neutre pour la personne, quelqu'un qui est antagoniste, donc quelqu'un qui est un ennemi, et quelqu'un qui est anonyme, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et qu'est-ce que montre ce graphique? C'est qu'en 9 ans, les enfants donnent de manière indifférenciée, c'est-à-dire quelle que soit la personne qu'ils ont devant, ils vont donner, ils vont partager des choses. À 12 ans, ils commencent un tout petit peu à préférer donner aux amis par rapport à d'autres groupes. Cette tendance, elle va se confirmer au cours de l'adolescence, et puis clairement à 18 ans, on préfère de manière très importante donner davantage à ses propres amis qu'à des personnes qu'on ne connaît pas, voire quelqu'un qui est ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'avec le temps, on a des notions comme notamment la notion de groupe d'appartenance, c'est-à-dire qu'en fait, on va se sentir appartenir à un certain groupe. On va avoir des mécanismes aussi d'exclusion sociale, des attentes sociales et de la réputation. Donc, il ne faut pas avoir seulement le mauvais message derrière ça, mais aussi se rappeler donc qu'il y a des comportements complexes qui se complexifient et qui vont contribuer à ces comportements qui participent des compétences du développement socio-affectif, socio-émotionnel des jeunes. Donc évidemment, tout ça, ça s'accompagne à un âge, à l'adolescence, dans lequel le lien avec le bénévolat, il est très important. Et on sait que le bénévolat est prédictif aussi d'une bonne santé plus tard et d'une satisfaction à l'âge adulte. Donc faire partie d'actions de bénévolat peut être un facteur de protection pour la suite. Je vais donner encore deux exemples d'études qui sont d'études et des contextes de recherche qui sont particulièrement intéressants aujourd'hui avant de conclure. L'un concerne les fake news, qui est un sujet extrêmement contemporain aujourd'hui, et le développement de l'esprit critique qu'on a vu, c'est l'une des compétences psychosociales selon le référentiel des Santé publique France que j'ai montré. Donc, qu'est-ce que montre cette revue de la littérature? Donc, c'est une étude qui s'est intéressée à réfléchir à des modèles, c'est que dans le fait de détecter et aussi de diffuser des fake news, il pourrait y avoir plusieurs facteurs qui vont participer à ça, et notamment au fait de croire à ce qu'on appelle des fausses croyances. Évidemment, il y a tous les facteurs cognitifs, comme par exemple la capacité à raisonner, donc en gros à analyser l'information, à savoir est-ce que quelque chose est faux ou vrai, la négligence cognitive, mais aussi l'illusion de vérité, est-ce que un concept, par exemple, il est familier ou il n'est pas familier. Donc là-dessus, c'est assez intuitif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs socio-affectifs et donc émotionnels aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a des mécanismes d'appartenance à un groupe qui fait qu'on va être beaucoup plus attentif à des choses qui proviennent de notre propre groupe. Donc, on va avoir plus tendance à croire comme vraies des fausses informations qui ont été relayées par un groupe auquel on sent appartenir. Et qu'évidemment, des choses qui contiennent des valeurs émotionnelles très importantes, ça va être des informations saillantes qui vont attirer notre attention. Et donc, on va particulièrement faire attention à des choses qui ont du contenu émotionnel. Et enfin, évidemment, confirmer ce qui relève déjà de notre vision du monde personnel. Donc, tout ça contribue à relayer des informations et à croire à des fausses croyances.
Et le lien avec les compétences psychosociales, il est assez immédiat. Donc là, vous avez un exemple d'une étude très récente qui montre que il y a une corrélation positive entre l'intelligence émotionnelle, des indices d'intelligence émotionnelle et la détection des fake news ou d'infox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le plus on a de compétences émotionnelles, le plus on est à même de détecter des fausses informations. C'est-à-dire que ça peut agir comme forme de régulation, c'est-à-dire que si on a une bonne compréhension émotionnelle, on va pouvoir mieux réguler les contenus auxquels on est exposé et du coup décider rapidement ou pas si une information elle est vraie ou elle est fausse. C'est des sujets qui deviennent aujourd'hui extrêmement importants et qui contribuent donc à la diffusion de vraies, enfin des fausses informations, notamment dans les réseaux et puis ailleurs. Un dernier exemple, aussi pour redonner un peu une place importante à la jeunesse et notamment aux adolescents. Là, c'est une étude qui a été menée par les collègues du laboratoire, toujours autour de la question de l'esprit critique et des fake news, mais autour de l'écologie. Donc, ils se sont intéressés à la détection de fausses informations dans le contexte du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Donc, qu'est-ce que dit ce graphique? C'est que les adolescents, ils sont meilleurs que les gens adultes et que les adultes à détecter des fausses informations qui concernent l'écologie. Je trouve ce résultat particulièrement intéressant parce qu'il redonne une place très cruciale et très importante à la jeunesse, et notamment aux adolescents. Et aussi, ça permet de rappeler aux adultes qu'il y a certaines compétences et certaines connaissances qui sont plus présentes chez les jeunes et qui donc peuvent même avoir des meilleures compétences que nous dans le fait notamment de détecter des informations qui les concernent, pour lesquelles ils sont plus concernés ou simplement auxquelles ils ont davantage accès. Alors enfin, pour conclure, donc pourquoi faut-il intervenir sur les compétences socio-émotionnelles ou psychosociales et sur les soft skills? C'est que avant tout, comme ça a été un peu posé dans les questions tout à l'heure, c'est que ça a été montré comme efficace. Donc là, vous avez une image de ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une grosse analyse qui regroupe plein d'études du monde entier qui se sont intéressées à ça. Et donc, dans cette étude, ce qui montre, c'est que les entraînements auprès des jeunes de plein d'âges différents pour améliorer et soutenir les compétences socio-émotionnelles fonctionne, c'est-à-dire il a des effets bénéfiques mesurables grâce à des évaluations et donc ça a des effets qui ont potentiellement un impact important. Donc là, vous avez un schéma, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour montrer qu'il y a des effets bénéfiques dans le domaine de la santé. Donc avec une augmentation de l'estime de soi et une baisse des troubles affectifs comme la dépression, l'anxiété. Il y a une baisse des conduites à risque. Ça, c'est des résultats extrêmement importants pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc, avec une baisse de la consommation de substances et une baisse de l'agressivité. Une amélioration des résultats scolaires, donc avec meilleure insertion professionnelle, plus de diplômes et moins d'échecs scolaires, entre autres. Et enfin, évidemment, ça, on s'y attend déjà, des meilleures relations sociales, c'est-à-dire que si on touche, évidemment, on entraîne les interactions sociales, et ben ça va avoir un impact, on pourra mesurer cet impact-là en contexte notamment scolaire. Donc, pour conclure, cette présentation, elle avait un peu l'objectif de montrer comment de manière très, très générale et très rapide, comment les compétences psychosociales démarre de manière extrêmement précoce, donc dès la naissance. Donc, même si je sais qu'on est très loin sur les questions d'insertion professionnelle et de la réflexion chez l'adolescent, mais c'est pour montrer qu'il y a un développement qui est quand même naturel, quelque chose qui démarre de façon très précoce, qu'il y a des spécificités à prendre en compte sur l'âge. Et donc, ça, c'est à tout moment de la vie, on va considérer l'âge comme un facteur extrêmement important pour mesurer l'impact, l'efficacité et aussi décider quelles compétences on travaille de manière prioritaire. Et enfin, message de la fin, absolument crucial, il faut s'informer soi-même, il faut s'informer en tant qu'adulte si on veut accompagner les jeunes à l'école et puis dans le passage sur l'insertion dans le contexte de travail. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et Julien, encore une fois, pour l'invitation de la part de GIP Compétences. Et puis, s'il y a d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Et ben moi, je tenais également à vous remercier, Clara. C'était un plaisir de vous entendre et je pense que ça a suscité pas mal d'intérêt. Et en tout cas, personnellement pour moi, ça a été pas mal très intéressant. Donc, c'était un chouette moment de partager
ensemble. Merci beaucoup. Bonne continuation, au plaisir.